bienvenue sur le podcast de la Tendance Claire. Aujourd'hui, pour ce premier numéro, on revient avec Tristan sur la situation en Palestine, quelques semaines après l'attaque du 7 octobre. Bonjour Tristan. Salut Emmanuel. Merci d'être là. On est un mois aujourd'hui après les attaques du Hamas du 7 octobre. Avec le recul, comment on peut interpréter ces événements ? Bon, nous à l'ATC, on a déjà un premier principe qui est celui du droit à la résistance du peuple palestinien depuis la colonisation, le droit à la résistance depuis 1948, droit à la résistance de façon démocratique, politique, mais aussi résistance militaire. D'ailleurs, ce droit à la résistance militaire, c'est un principe qu'on reconnaît pour toutes les populations opprimées et qui est aussi reconnu par la résolution des Nations Unies de décembre 82, qui réaffirme, je cite là, la légitimité de la lutte des peuples pour leur indépendance, leur intégrité territoriale et leur unité nationale pour se libérer de la domination coloniale et de l'occupation étrangère par tous les moyens à leur disposition, y compris par la lutte armée. Donc nous, on se place aussi de ce côté-là. Premièrement, on réaffirme le droit à la résistance du peuple palestinien. Ensuite, on replace cette attaque du 7 octobre dans un contexte qui est celui de la bande de Gaza. La bande de Gaza, c'est un petit territoire de quelques 300 km², avec la plus grande densité du monde à Gaza City, parmi les plus grandes densités du monde, avec 40% de la population au chômage, un tiers de la population qui a moins de 18 ans, des gens qui depuis 2006 subissent un blocus économique, donc tout ce qui rentre à Gaza, tout ce qui rentre en tout cas légalement, est encadré par le gouvernement israélien, qui décide de ce qui peut rentrer ou non. Donc des fois, du jour au lendemain, il y a certaines denrées, là il n'y en a plus, c'est comme ça, et puis ça revient. Et par ailleurs aussi un blocus physique, personne ne peut sortir de la bande de Gaza sans autorisation. Oui, donc là on est revenu un peu sur la position de l'ATC sur le droit des peuples à se défendre, notamment dans une situation coloniale. Mais si on fait un focus sur l'attaque du Hamas, comment on peut interpréter ces événements ? Déjà, ce n'est pas qu'une attaque du Hamas, c'est une attaque dans laquelle le Hamas était hégémonique, mais qui restructurait en partie tous les groupes de résistance armés de la bande de Gaza. Et cette attaque, c'est l'attaque la plus importante contre Israël, et sur le sol israélien, depuis des décennies, ça n'a jamais eu une telle ampleur. Ensuite, on a tous et toutes vu donc, les vidéos des exactions qui ont été commises par les soldats sur le sol israélien, notamment et en grande partie en direction des civils. Donc à la fois, on l'a tous et toutes vu sur le festival, mais aussi dans les kibbutz. Ces attaques, on les qualifie nous-mêmes comme des crimes de guerre, mais la dénomination crime de guerre est trop englobante. On a aussi été horrifiés par la nature de ces attaques, qui dans tous les cas sont contre-productives à nos yeux. Là on parle de crimes de guerre, il y a eu un débat en France sur terrorisme, crimes de guerre. Qu'est-ce que t'en penses Tristan ? On peut considérer et qualifier les attaques du Hamas comme des attaques terroristes, mais le problème c'est que dans la séquence politique qu'on est en train de traverser depuis un mois, cette qualification du Hamas comme groupe terroriste, ça a simplement servi à effacer le contexte purement politique de la lutte palestinienne. En fait, quand on considère un groupe comme terroriste, ça permet d'évacuer toute la question purement politique et ça permet de ranger du même côté le Hamas avec Daesh, avec Al-Qaïda, avec Boko Haram, avec toute une frange d'organisations islamistes qui n'auraient pour seul but que de répandre le djihad, etc. Alors que la nature du Hamas est profondément différente de celle de ces organisations. Donc pour nous, notre question, c'est pas tant la qualification ou non du Hamas comme groupe terroriste, mais plutôt quel a été le moteur de cette attaque et qu'est-ce qu'on peut en faire politiquement aujourd'hui dans le cadre de la lutte politique palestinienne. Bon, et du coup, c'était quoi alors le but de cette attaque ? Déjà, on a besoin de réinscrire dans un contexte un peu plus général cette attaque du 7 octobre qui évidemment ne vient pas comme ça traverser un ciel serein et qui ferait croire que finalement entre Israël et Palestine tout est calme, il n'y a pas de guerre, Israël c'est un État presque pacifique et que d'un coup il y a eu une attaque horrible qui serait venue de nulle part.
Non, au contraire, cette attaque, elle vient pas du tout de nulle part. Elle est la suite d'un processus dans lequel la bande de Gaza, on l'a rappelé, est complètement mise de côté de la scène internationale, mais aussi où il y a des dynamiques d'invisibilisation de la question palestinienne, à la fois à l'échelle internationale, occidentale, mais aussi dans les pays arabes. C'est vrai que la guerre coloniale d'Israël est en place depuis plus de 75 ans maintenant. Elle n'a jamais cessé et ça fait longtemps que l'on n'a pas entendu parler sur la scène médiatique internationale. Effectivement, et du coup, un des effets de l'attaque du 7 octobre, c'est que les populations des pays arabes, qui n'ont jamais oublié la question palestinienne, hein, qui au contraire l'ont toujours eu chevillé au corps, se sont réappropriés la rue par les manifestations. Et donc on voit bien un écart entre les populations qui ont un soutien indéfectible à la cause palestinienne et les dirigeants des pays arabes qui, eux, au contraire, pour une question d'intérêt géopolitique et géostratégique, tentent de normaliser les relations avec Israël. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé notamment dans le cadre des accords d'Abraham, avec le rapprochement de l'Arabie saoudite et du Maroc avec Israël, et qui, de fait, l'attaque du 7 octobre, a mis en pause. Et un des autres aspects aussi du 7 octobre, c'est que ça a permis de mettre en lumière que l'État d'Israël n'est pas un État infaillible, que c'est bien un État qui est en guerre, effectivement, depuis des décennies, et que même le meilleur de la technologie militaire, le meilleur de l'armée, une des meilleures armées du monde, en fait, quoi qu'on veuille en faire penser, n'est pas à l'abri d'une attaque d'une telle ampleur. Et donc tout le narratif de Netanyahou et du gouvernement d'extrême droite israélien qui voudrait faire d'Israël une terre complètement sécurisée, dans laquelle toute la population serait à l'abri et que tous les juifs du monde pourraient venir car c'est la terre qui leur est due, et bien en fait l'attaque du 7 octobre a permis de mettre un arrêt aussi à ce narratif. C'est faux, l'État israélien n'est pas un havre de paix pour les colons et ne le sera jamais justement tant que ce sera un État colonial. Ce qui est sûr, c'est que, en effet, ça a mis vraiment sur le devant de la scène cette question, notamment la réponse d'Israël fracassante. La réponse israélienne est horrible, pire que ce à quoi on pouvait s'attendre. Dans un premier temps, en fait, il y a eu en tout cas 2 étapes. La première, c'est que vraiment, il y a eu tout un temps dans lequel ce qui a saturé l'espace médiatique et politique, c'était la question des affects, notamment autour d'affects de compassion, de choc, de sidération, évidemment, hein, ce qui a été le cas. Hein. La majorité des spectateurs, entre guillemets, ont pu être évidemment sidérés, vu l'ampleur de cette attaque. Et cette mobilisation des affects a permis en Israël de reconstruire l'unité nationale, qui était quand même défaillante, hein, avec des mobilisations contre le gouvernement Netanyahou depuis des mois et des mois. Donc de reconstruire une unité nationale autour de la question de la défense de l'État d'Israël contre le mouvement de résistance palestinienne, avec la mise en place d'un gouvernement provisoire de guerre qui a inclus des personnalités de l'opposition, hein, même parmi les plus grands opposants à Netanyahou comme Benny Gantz et d'autres, pour préparer donc à la fois l'opinion israélienne, mais aussi l'opinion internationale et occidentale en particulier, à un degré de riposte qui serait vraiment particulièrement meurtrier et horrible pour les habitants de la bande de Gaza. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est donc la phase purement militaire qui a démarré très très rapidement avec des bombardements de plus en plus intensifs de Gaza City, mais aussi d'autres espaces de la bande de Gaza, avec soi-disant des frappes ciblées contre des infrastructures du Hamas, qui en fait, on l'a bien vu, hein, progressivement sont devenues des frappes tout azimut, hein, à la fois contre des hôpitaux, contre des endroits où il y avait des réfugiés, contre des immeubles, c'est-à-dire contre des populations civiles, car le gouvernement israélien, en fait, hein, qui a qualifié pour certains les habitants de Gaza comme des animaux humains, considère que tous les habitants de Gaza sont potentiellement des terroristes du Hamas, et donc en fait, il faut les exterminer tous sans attendre, quoi. Donc là, tu as mis l'accent sur un point important, tout le récit, le narratif du gouvernement israélien qui dit qu'il veut protéger les civils en les déplaçant. Qu'est-ce que t'en penses ? Ce qu'il faut considérer, c'est que même si parmi les civils à Gaza, il y a des combattants du Hamas ou d'autres groupes militaires, premièrement, ça ne justifie pas le massacre de toute la population. Par ailleurs, que ça relève là aussi du crime de guerre. D'ailleurs, maintenant, c'est ce qui est en train d'être mis en avant
sur la scène internationale, même Amnesty International met ça en avant. D'autre part, le fait de vouloir d'inciter les populations à se déplacer, ce n'est pas pour les mettre en sécurité, non, au contraire, c'est pour faire une deuxième Nakba, voilà, une deuxième catastrophe dans l'histoire du peuple palestinien, c'est de déplacer des centaines de milliers de personnes dans d'autres pays, notamment en Égypte, pour que ce soit d'autres pays qui prennent en charge la question palestinienne. Et donc, c'est un déplacement de population de masse, non pas pour les protéger, mais justement pour pouvoir continuer à la fois à les expulser et à la fois à massacrer celles et ceux qui restent. Donc ça, ce narratif-là, justement, d'ailleurs, il est tout à fait en train d'être de plus en plus soumis aux critiques des observateurs internationaux et d'autres, parce qu'en fait, personne ne veut accueillir les réfugiés palestiniens. Et dans tous les cas, ceux qui se sont déjà déplacés vers le sud de la bande de Gaza ont eux aussi été en partie bombardés. Donc ça, c'est vraiment une justification de la part du gouvernement et de l'armée israélienne pour continuer un massacre sous toutes les formes possibles, que ce soit par des déplacements de population, par des bombardements, etc. Ça participe juste du narratif de la guerre. Donc là, on parle de déplacement forcé, on parle de bombardement, de massacre de population. C'est ce qu'on appelle la définition de nettoyage ethnique. Oui, c'est clair, nettoyage ethnique et politique coloniale par ailleurs, qui sont les deux faces d'une même pièce. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'en France, des caractérisations comme ça, c'est inaudible. On l'a bien vu là depuis le 7 octobre. En fait, il y a eu une structuration du champ médiatique et du champ politique autour d'un soutien inconditionnel à Israël, au droit de se défendre d'Israël, mais on l'a vu, on est de moins en moins dans un droit de se défendre, on est dans un droit de se venger. Et cette question-là, de la structuration politique autour de cette question-là, c'est de construire un arc républicain qu'on a vu déjà se mettre en place d'ailleurs depuis plusieurs mois autour d'autres questions proprement françaises, on va dire. Mais là, cette attaque a permis de renforcer encore cet arc républicain qui va de presque Zemmour jusqu'à la Macronie, voire même sur certains aspects, certaines franges de la gauche, et cet arc républicain qui se structure en soutien à Israël et en excluant tout autre positionnement politique, en particulier les positionnements de l'AFI. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Est-ce que pour vous le Hamas est une organisation terroriste ? Moi, je considère que les actes qui ont été commis samedi en droit international s'apparentent à des crimes de guerre. Et je suis pas le seul à utiliser cette expression, puisque j'ai vu que le représentant de l'État d'Israël aux Nations Unies utilise cette même qualification. Et pour une raison très simple. C'est difficile pour vous d'utiliser le mot terroriste ? Non, ce n'est pas difficile parce que je crois que j'ai répondu précisément à votre question. Ma question mais ce qu'il me semble, écoutez-moi. L'AFI a été vachement mise en question dès le départ par la sphère médiatique. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui plus précisément de cette question ? La France insoumise, dès le début, a dénoncé les crimes de guerre, a dénoncé l'attaque du Hamas comme étant des crimes de guerre. Mais le problème, c'est que l'État français et le champ politique français ne peut pas se contenter de ce récit-là. L'État français et le gouvernement français et toute la droite française, en fait, est un soutien indéfectible à Israël en tant que combat contre les forces musulmanes ou quoi que ce soit. Bon. Et du coup, à partir du moment où la FI ne prend pas le parti de ce soutien à Israël en replaçant les attaques du 7 octobre dans un combat de longue haleine contre une situation coloniale, forcément elle va être pointée du doigt et elle va être complètement exclue de ce champ, de cette sphère politique, voire même d'être accusée d'apologie du terrorisme, etc., comme l'ont été aussi le NPA et d'autres groupes politiques. L'AFI aujourd'hui est en effet traitée d'antisémite, alors que les partis qui historiquement sont antisémites sont complètement intégrés dans l'arc républicain. Ben oui, c'est un des paradoxes, enfin d'ailleurs je sais pas si c'est un paradoxe, mais en tout cas c'est un des aspects de la période politique qu'on traverse, c'est que l'arc républicain se structure aujourd'hui autour de l'islamophobie, qui prend diverses formes, et donc forcément va exclure tous ceux et celles qui refusent le consensus islamophobe de l'État français. Et du coup, bien sûr, ça pourrait être risible si c'était pas très inquiétant, c'est que les organisations historiquement antisémites, comme le RN et d'autres, aujourd'hui sont les premiers défenseurs d'Israël en tant que
rempart contre l'islamisme et en tant que pointe avancée de l'Occident au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Place à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Marine Le Pen. Bonjour. Et bienvenue. Comment Marine Le Pen vous qualifie ce qui est en train de se passer en ce moment ? Ce qui est en train de se passer est la pire des choses en réalité, c'est qu'on assiste à nouveau à des pogroms. Et ces pogroms se déroulent sur la terre d'Israël. Il me semble que ça, c'est quelque chose sur lequel on doit vraiment insister. Quand on voit Yael Braun-Pivet qui va en Israël avec un gilet pare-balles pour assurer un soutien inconditionnel à Israël, quand on voit Éric Ciotti faire pareil, quand on entend Meir Habib qui, sur tous les plateaux télé, va déclarer que Israël doit se défendre, etc., on doit entendre aussi que finalement, ce à quoi on nous prépare, c'est bien à une guerre contre les musulmans, à la fois en tant que groupe politique organisé au Moyen-Orient et au Proche-Orient, mais aussi évidemment en France. On voit Darmanin qui fait des décomptes des actes antisémites qui ne cessent d'augmenter, sans d'ailleurs jamais nous préciser de quel acte il s'agit et par qui ils sont menés. Parce qu'il ne faut pas oublier que des antisémites nazis, il y en a pléthore, en fait, nazis ou d'extrême droite, voilà. Quand on ne cesse de pointer du doigt le risque que les manifestations débordent avec des propos antisémites, des propos anti-israéliens, et donc que ça justifie qu'on les interdise. On voit bien que le musulman, la figure du musulman aujourd'hui en France, est ce qui permet de structurer une politique raciste et donc par ailleurs d'empêcher tout soutien au peuple palestinien, soit qui résiste, ou au moins juste de dire arrêtez de bombarder des civils et de livrer des armes à des gens qui bombardent des civils. Même ce discours-là a été inaudible jusqu'alors, même si là, peut-être que ça va un petit peu réussir à percer un peu cette chape de plomb, et peut-être que c'est un discours qui va être un peu plus audible, dans la mesure où, justement, d'avoir braqué, là, toutes les caméras, d'avoir braqué le regard sur la situation à Gaza, en fait, on ne peut pas ne pas voir l'horreur qui s'y déroule depuis le 7 octobre. Et avant, évidemment, c'est-à-dire le blocus, encore une fois, c'est-à-dire les gens qui n'ont plus accès à l'eau potable, où on leur a coupé les réseaux de communication, où il n'y a plus de nourriture qui entre à Gaza. On ne peut pas détourner le regard de ce qui s'y joue et de ce qui s'y passe. Et donc, un discours de soutien à cette population qui paye un prix terrible suite au 7 octobre, aujourd'hui on a peut-être la possibilité d'exprimer, bien que timidement, une forme de soutien. Il y a beaucoup de populations qui aujourd'hui se mobilisent, que ce soit dans les États arabes, européens, occidentaux, peu importe, qui se mobilisent massivement pour justement soutenir la cause palestinienne. Et on voit que les États ont du mal quand même à se repositionner clairement. Est-ce que tu penses que ça va avoir une incidence au bout d'un moment, ces mobilisations ? C'est toujours difficile à dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait qu'il y ait des mobilisations de masse dans la rue, dans les pays arabes, mais aussi dans certains pays occidentaux, ça met la pression sur les dirigeants de ces pays pour, si ce n'est soutenir Gaza, au moins faire en sorte de ne pas pousser plus en avant l'offensive israélienne. En fait, ça met la pression d'une part au gouvernement de Netanyahou, mais aussi à la entre guillemets, communauté internationale, qui ne peut pas soutenir impunément le massacre en cours. Dans tous les cas, c'est l'intérêt d'avoir des manifestations. On l'a bien vu par exemple en 2003 contre la guerre en Irak. Ça n'a pas empêché que la guerre ait lieu, mais par contre, cette mobilisation des opinions publiques, pour utiliser un terme un peu passe-partout, ça permet quand même de mettre la pression sur les États et ça permet d'affirmer un contre-discours au discours hégémonique. Et ça, il me semble que c'est quelque chose de très très précieux et pour lequel on doit se battre sans cesse. Heureusement que la France Insoumise a tenu la ligne dans les médias, malgré les offensives qui se sont prises. Je pense qu'ils ont subi la pression. D'ailleurs, une partie de l'aile droite de l'AFI aujourd'hui s'en mordait les doigts, et pas que de l'AFI, d'ailleurs même de la NUPES. Des Fabien Roussel, par exemple, qui étaient des soutiens très forts au droit de résister, au droit de se défendre d'Israël. Aujourd'hui,
ils reviennent un peu sur leur position. Donc on voit bien que eux-mêmes subissent la pression, sûrement de leurs propres militants et de leurs propres organisations. Bonjour et bienvenue dans les 4V, Fabien Roussel. Fabien Roussel, ça fait plus d'un mois que les terroristes du Hamas ont attaqué Israël. Jusque-là, vous me suivez, j'imagine. Que doit faire la France dans ce conflit? Est-ce qu'on a le bon positionnement? Un cessez-le-feu. Demandez un cessez-le-feu immédiat. Ça fait effectivement un mois qu'il y a eu cet acte terroriste barbare. Et depuis, c'est une vengeance aveugle qui s'abat sur le peuple palestinien, sur Gaza, comme si le gouvernement d'Israël, de Benjamin Netanyahou, faisait un trait d'égalité entre les Palestiniens et le Hamas. Mais est-ce que vous c'est horrible, éradiquer le Hamas ou pas? Après... Mais bien sûr, il faut s'attaquer à cette organisation terroriste. Mais en faisant cela, ils ne s'attaquent pas au Hamas. Ils sont en train de tuer des civils. Donc voilà, d'avoir tenu la ligne, à la fois dans la sphère, on va dire, réformiste, mais aussi évidemment dans les partis anticapitalistes et révolutionnaires, disons, que ce soit le NPA, que ce soit Révolution Permanente, le POI, etc., qui ont tenu quand même une ligne ferme de soutien aux Palestiniens. Les organisations décoloniales aussi, évidemment, ça a permis de rendre possible un contre-discours qui, bien sûr, aujourd'hui est encore à une audience, on va dire, minimale. Voilà, le discours hégémonique, c'est toujours celui du soutien à Israël, en tout cas dans les médias. Mais ça y est, il y a des coins qui ont été ouverts et qui sont percés, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Malheureusement, les manifestations ne pourront être massives qu'à partir du moment où l'ensemble des organisations y appelleront. Tant que c'est des petits groupes qui appellent ou quelques partis qui appellent, ça ne pourra pas être des manifestations de masse, et ça, c'est forcément une limite. Et du coup, l'ATC, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on défend ? Nous, on défend plusieurs choses. Il y a un court terme, il y a une urgence. En fait, il y a plusieurs aspects. Il y a un cessez-le-feu, mais même beaucoup plus qu'un cessez-le-feu, parce qu'un cessez-le-feu, ce serait une pause dans les bombardements. Nous, on exige l'arrêt des bombardements, la fin des bombardements d'une population civile enfermée. Ça, c'est le premier aspect. Évidemment, on demande aussi la possibilité de l'aide humanitaire, d'évacuer les blessés, d'évacuer les enfants, ou en tout cas une prise en charge humanitaire de toutes ces victimes horribles. Voilà. Et la possibilité à une aide humanitaire d'arriver. On demande aussi en France la possibilité simplement de manifester, de dire qu'on est contre le massacre de populations civiles, qu'on peut l'exprimer sans être traité de terroriste ou sans être accusé de faire l'apologie du terrorisme ou de soutenir le Hamas. Et ça, par ailleurs, c'est une critique qu'on peut faire aux organisations syndicales, notamment les organisations comme la CGT, qui historiquement ont quand même une position en soutien au peuple palestinien, qui là, depuis le 7 octobre, sont très timides, si ce n'est presque inexistantes. Si des organisations syndicales appelaient à manifester ou à se rassembler, il n'y aurait pas autant d'interdictions. En fait, c'est ça le grand problème dans lequel on est, c'est qu'on ne peut pas manifester, et même des organisations qui nous permettraient de le faire ne se manifestent pas elles-mêmes. Donc là, nous, on demande aussi ce que les organisations syndicales, les organisations, les ONG, etc., appellent à des rassemblements très réguliers et à des manifestations très régulières pour faire entendre une voix qui soutiendrait la population palestinienne, la population de Gaza. Par ailleurs, ça se fait dans d'autres pays, notamment dans des pays occidentaux. En Angleterre, il y a des manifestations de masse. Pareil aux États-Unis et dans d'autres endroits. Donc, c'est possible de le faire. Et nous, ce sont les éléments qu'on met en avant immédiatement. Et par ailleurs, après, il y a aussi des éléments transitoires qu'il faut pouvoir mettre en place. Mais ça, on y reviendra sûrement plus tard. Merci de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous pour notre prochain podcast dans lequel on reviendra plus précisément sur la dimension historique de la lutte du peuple palestinien et sur les possibles contours d'une solution politique au conflit. À bientôt.